Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui dans votre bureau. Je m'appelle Diana Lopez et je suis en première ES au lycée Turgot. La direction des affaires juridiques a été créée en 1998, donc très tardivement comparée aux autres directions connues du ministère, telles que le Trésor public. Pourquoi si tardivement et quelles sont ses missions ? Bonjour à tous les quatre. Effectivement, la direction des affaires juridiques a été créée en 1998. Nous fêtons d'ailleurs cette année nos 20 ans. Et auparavant, la fonction juridique était assurée au sein des différentes directions. Et en fait, la direction a été créée sur la base de 3 services. L'agent judiciaire du Trésor, la commission centrale des marchés qui s'occupait de marchés publics, et puis les services juridiques du ministère de l'Industrie. Alors effectivement, ça peut paraître tardif par rapport aux autres directions de Bercy, mais il faut savoir que la direction des affaires juridiques est une des plus anciennes directions juridiques de l'État. En fait, elle a été créée donc il y a 20 ans et c'est assez ancien. Alors pour ce qui est des missions de la direction, elle a une mission d'expertise et de conseil des différentes directions des ministères économiques et financiers, conseil également des ministres et de leur cabinet. Et puis il lui arrive également de donner des analyses juridiques pour des administrations extérieures à Bercy. Donc ça c'est sa première mission, mission de conseil et d'expertise. La direction a aussi la charge de la réglementation de la commande publique, des marchés publics, et donc elle veille à la bonne application de cette réglementation. Et puis enfin, dernière mission, le directeur ou la directrice en l'espèce est agent judiciaire de l'État, ce qui signifie qu'il ou elle a le monopole de la représentation de l'État devant les juridictions judiciaires lorsqu'est en jeu un intérêt financier, que ce soit en demande, c'est-à-dire que lorsque l'État réclame de l'argent, ou en défense, lorsqu'on réclame de l'argent à l'État devant les juridictions judiciaires. Alors pour vous donner un exemple d'actualité sur ce rôle d'agent judiciaire de l'État, il a été partie civile dans un certain nombre de procédures impliquant les dégradations commises par les Gilets jaunes. Bonjour, je me présente, je m'appelle Lounia Sadik et je suis en première ES1. Dans le décret numéro 98-975 portant sur la création d'une DAJ au ministère de l'économie et des finances, il est écrit que l'une des missions de la DAJ est de proposer au ministre de l'économie et des finances des réformes de la législation et de la réglementation. Pourriez-vous éclaircir le lycéen citoyen en donnant, si possible, un exemple connu du grand public de réformes que vous auriez préconisées et qui auraient été suivies de fait ? Alors effectivement, ce rôle de proposition, de modification de la législation ou de la réglementation est un rôle qui est un peu annexe. En fait, la direction ne l'exerce pas de manière totalement autonome et totalement spontanée. C'est plutôt dans le cadre des conseils et des expertises qu'elle est amenée à donner, qu'elle est amenée à suggérer, le cas échéant, une modification de la réglementation pour permettre à la personne qui nous a saisis d'atteindre ses objectifs. Alors pour vous donner un exemple grand public, je ne suis pas sûre qu'il soit très grand public, ça c'est la seule petite difficulté. Nous avons travaillé sur la base de ce qu'on a appelé la loi Sapin 2, qui était une loi de transparence de la vie politique, sur la question du répertoire numérique des représentants d'intérêts avec la haute autorité de la transparence de la vie publique. Ce répertoire, c'était pour permettre aux citoyens d'avoir une connaissance des relations entre les lobbies et l'administration. Et donc dans ce cadre, nous avons travaillé pour déterminer les modalités et les obligations de chacun au regard de ce répertoire numérique des représentants d'intérêt. Bonjour, donc je m'appelle Alice Malak, élève de première ES1. Donc l'une de vos missions est de simplifier les formalités de la commande publique par le tout numérique. Pour cela, vous avez donc développé le service Dium et vous l'avez présenté comme un nouvel outil numérique gagnant-gagnant en fait, pour simplifier la commande publique. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les gains pour les entreprises et les gains pour l'État ? Si je peux me permettre. Je m'appelle Ethan Selzer, en première ES au lycée Turgot. Est-ce que du coup ce service, ce serait pas un peu, selon vous, discriminant, sachant qu'il y a 20% des TPE françaises qui n'ont pas d'accès à Internet ? C'est une excellente question. Alors,
Sur le côté gagnant-gagnant, qui est une expression un peu à la mode, j'y crois vraiment, puisque ça va permettre aux entreprises d'éviter de remplir à chaque fois qu'elles soumissionnent à un marché public un certain nombre de rubriques. Donc ça va faciliter leurs tâches. Par ailleurs, ce service permet de récupérer des attestations qui ont déjà été fournies par les entreprises sans que l'entreprise ait à le fournir à nouveau. C'est le principe du dites-le nous une fois. Donc pour les entreprises, c'est bien sûr gagnant. C'est gagnant aussi pour l'État et plus généralement pour les acheteurs publics parce qu'ils n'auront pas eux aussi à remplir un certain nombre de formalités répétitives. Pour vous donner un ordre de grandeur alors un peu au-delà du service d'humain, sur la dématérialisation complète de la passation des marchés publics, la Commission européenne a estimé que les gains pouvaient être évalués entre 5 à 20% du montant de la commande publique. Alors c'est un chiffre qui est assez global. Une autre illustration peut-être plus concrète de ces gains, c'est en matière d'impression papier et de courrier. On a chiffré les gains à 33 millions pour les acheteurs publics et 84 millions pour les entreprises. Donc voilà, c'est très concret en fait en termes de gains et d'avantages. Le service du, mais plus généralement la dématérialisation de la passation des marchés publics, c'est vraiment la simplification de ces procédures qui sont souvent jugées un petit peu complexes. Alors sur l'aspect effectivement accès des TPE, PME à Internet. Alors c'est un sujet qui est un sujet récurrent et qui dépasse assez largement le champ de la commande publique, puisque c'est aussi l'accès aux services publics, c'est l'accès à toute une série de connaissances et de services. En fait, ça s'inscrit dans un plan beaucoup plus global du gouvernement sur l'accès des entreprises au numérique et la transformation numérique des entreprises. Et le gouvernement d'ailleurs a lancé le 15 octobre dernier une nouvelle plateforme intitulée France Num, qui recense en fait l'ensemble des services qui sont mis à disposition des entreprises pour pouvoir effectivement accéder à Internet et réussir leur transformation numérique. Donc ça offre un certain nombre de ressources. Je pense que c'est dans ce cadre-là en fait que ce problème d'accès des TPE-PME à la commande publique pourra être réglé. Maintenant qu'on vous a posé ces questions, est-ce que vous pourriez nous donner à peu près, nous raconter votre parcours parcours scolaire pour en arriver à la directrice de la DAJ aujourd'hui ? Alors mon parcours scolaire, donc j'ai passé un bac scientifique, puisqu'à l'époque, effectivement, c'était il y a beaucoup de bacs scientifiques. J'ai fait Sciences Po, et puis après je suis rentrée à l'Assemblée nationale. C'est un concours administratif où j'ai passé un certain nombre d'années. J'ai fait du cabinet ministériel au ministère de la Justice. Puis j'ai intégré le Conseil d'État au tour extérieur. Je suis restée 4 ans et j'ai exercé après cela les fonctions de directrice des affaires juridiques de l'AP-HP. Et puis voilà, je suis arrivée en 2017, donc il y a un peu plus d'1 an, à la tête de la direction des affaires juridiques de Bercy. Merci beaucoup. Merci à vous de vous intéresser à l'économie.